Que nous réserve 2026? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation. À quelques 3 ans des rendez-vous majeurs dans la vie politique de notre nation, les partis politiques, toutes tendances confondues, affûtent leurs armes, même si les grandes manœuvres sont encore en cuisson dans l'antichambre des chapelles. Récemment à Parakou, dans la cité des Kobourou, les démocrates ont pris une décision, pas des moindres, qui suscite depuis lors moult réactions. Il s'agit de la désignation de Boni Yayi comme président de ce parti de l'opposition. Certains ont lu entre les lignes et ne sont pas surpris. D'autres, par contre, se demandent ce que peut bien aller chercher Boni Yayi à la direction d'un parti après 10 ans d'exercice du pouvoir d'État. Chacun y va de son commentaire. Casimir Sossou est ancien maire de la commune d'Aplahoué, député à l'Assemblée nationale sous la bannière du parti Bloc républicain, vice-président de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme. Il nous donnera son point de vue sur cette actualité comme sur beaucoup d'autres sujets qui alimentent l'actualité nationale du Bénin. Honorable Casimir Sossou, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. Depuis le congrès extraordinaire du 9 septembre, ça a bougé un peu du côté du cheval blanc cabré. N'est-ce pas, William? Bonjour. Bonjour, Franck, c'est bien le cas. Bonjour, Casimir Sossou. Bonjour. Eh bien, Franck le disait il y a un instant, bientôt 2 mois que vous étiez en conclave à Cotonou, au Bloc républicain. De principales décisions, relecture des textes fondamentaux de votre parti politique et aussi élargissement des membres des instances dirigeantes. Déjà, vous allez nous parler de ce qui a substantiellement changé au Bloc républicain après l'adoption de ces principales mesures. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs du Canal 3. Je vous salue également, vous qui me recevez sur ce plateau. Bien, le Bloc républicain, à la date du 9 septembre précisément, au Palais des Congrès, a tenu un congrès extraordinaire, comme vous le disiez tantôt, pour revoir ces textes fondamentaux, les statuts et règlements intérieurs, ainsi que ses organes. Et donc, beaucoup de choses ont changé. D'abord, il faut partir du congrès de 2018, le congrès du 8 décembre 2018, tenu à Parakou, qui a fondé le Bloc républicain. Ce parti qui a été mis sur les fonds baptismaux, à partir d'une centaine de partis et alliances de partis politiques et plus de 200 mouvements en ce moment-là, en 2018, et qu'il vous souvienne que le congrès de 2018 a mis un bureau politique composé de 59 membres. Donc quand on parle d'une centaine de partis et alliances de partis qui fondent le Bloc républicain et plus de 200 mouvements également, et que le bureau politique se limite à 59, vous comprenez qu'il y a beaucoup de chefs de partis ou chefs d'alliance de partis qui étaient restés en rade de cette instance qu'est le bureau politique en 2018. Et bien entendu, 5 années se sont écoulées. Le Bloc républicain a pris part à 4 élections majeures, à savoir les élections législatives de 2019, les communales de 2020, la présidentielle de 2021 et les dernières législatives de 2023. Donc, 5 ans après, les dirigeants ainsi que les militants ont jugé bon de faire une évaluation. Et cette évaluation a abouti à l'invite à la révision des tests pour ratisser l'âge et remobiliser la troupe. C'est ce qui a justifié le congrès extraordinaire du 9 septembre pour revoir les tests. Donc, ce congrès a porté, disons, une dizaine d'innovations majeures, oui. Notamment le congrès qui est revu dans sa composition pour augmenter le nombre des membres des membres de droit qui doivent prendre part au congrès prochainement.
il y a que, à ce niveau précisément, le Congrès élit le président du parti, qu'il vous souvienne, au sorti du Congrès de 2018, le premier responsable du parti s'appelait secrétaire général national. Et donc, à l'issue du Congrès de 2023, donc du 9 septembre, le premier responsable du parti s'appelle désormais président. Et donc, le Congrès élit le président ainsi que 8 vice-présidents. Et donc, eux, ils sont élus au Congrès et le bureau politique également est élu. Donc, après, le bureau politique élit en son sein les membres du bureau exécutif. Donc, comme changement majeur, notre SGN est devenu président du parti. Et le congrès du 9 septembre a élu le président Abdoulaye Biotchane. Ce n'est plus un secret pour tout le monde et pour personne. Donc, et voilà, au niveau du congrès, le changement majeur. Au niveau du conseil national du parti, qui est une instance inférieure au congrès, il y a également des modifications. Et vous savez, le conseil, dans sa composition, a été revu. Et également dans ses attributions, notamment l'investiture du duo de candidats à l'élection présidentielle est désormais du ressort de cette instance-là. Du Conseil national. Du Conseil national. Après, bien sûr, proposition du BEN, l'adoption par le bureau politique, donc le Conseil national investi. Et le bureau politique, donc, comme on le disait, qui comptait 59 membres au congrès de Parakou, est passé à plus de 300. À plus de 300 membres, simplement parce que depuis les législatives de 2019, vous avez des députés, vous avez des ministres au gouvernement qui sont membres du parti, mais qui ne sont pas membres du bureau politique du bloc républicain. Et donc, l'innovation du congrès du 9 septembre dernier est de faire des députés, des ministres qualité membres d'office du bureau politique. C'est-à-dire, dès que vous êtes élu député ou maire ou nommé ministre au gouvernement et que vous appartenez au parti bloc républicain, vous siégez au bureau politique. C'est d'office. C'est d'office. Donc, c'est ça, les S-qualités. Vous avez deux représentants de l'organe, donc organisation des jeunes du bloc républicain au JBR, et ainsi que 2 représentants de OFR qui siègent également au bureau politique S-qualité. Alors, on n'aura pas certainement le temps de passer en revue toutes ces innovations. Quelle a été l'autre décision importante qui a été prise lors de ce congrès-là et qui vous a véritablement marqué, qui a changé un peu les choses au niveau du BR? Oui, c'est le bras opérationnel du bureau exécutif national. Vous savez, le bureau exécutif national, donc quand je quittais le bureau politique, je devais descendre sur le bureau exécutif national, qui compte désormais 53 membres. 53 membres au lieu de 17 comme précédemment, parce que 17 membres du bureau exécutif d'avant ne couvraient pas l'étendue du territoire national. Donc, l'innovation majeure à ce niveau a été que toutes les circonscriptions électorales législatives de notre pays soient représentées au bureau exécutif national, ce qui a fait au moins 24 personnes. Donc, chaque circonscription est représentée au bureau exécutif national. Et maintenant, dans ce noyau de 53 membres du bureau exécutif national, se dégagent ceux élus par le Congrès, à savoir le président et les 8 vice-présidents qui constituent le secrétariat exécutif, c'est-à-dire le bras armé, le bras opérationnel des décisions du BEN. Ils sont chargés de mettre en œuvre les décisions
et instructions, directives du bureau exécutif national. Donc, cela n'existait pas. Le secrétariat exécutif comme bras opérationnel. C'est une innovation majeure. Et ça permet une gestion concertée du parti parce que les 9 membres du secrétariat exécutif se retrouvent obligatoirement par quinzaine selon nos tests. Et chaque fois que des besoins, ça veut dire qu'ils peuvent se retrouver même tous les jours ou toutes les semaines, donc pour se concerter sur la vie du parti. Est-ce que c'est une réelle avancée? Parce que si le bureau exécutif national est élargi, mais qu'après il y a encore une autre instance plus opérationnelle qui est le secrétariat exécutif et qui en son sein regroupe peu de personnes qui décident au nom du parti et qui sont dans les affaires courantes, parce que vous parlez de la régularité de leurs différents conclaves. Est-ce que ce n'est pas un problème de déplacer? Non, ils ne décident pas. Les membres du secrétariat exécutif mettent en œuvre les décisions du bureau exécutif national. Vous savez, lorsqu'on veut se pencher sur une question au bureau exécutif national qui est de 53 membres, il est quand même difficile d'amener le sujet brut devant 59 personnes à commencer par débattre. Donc, il faut quand même un laboratoire qui mâche les idées et qui soumet un avant-projet au bureau exécutif national. Et c'est ce rôle que le secrétariat exécutif joue en amont et en aval. Il exécute les décisions issues des réunions du bureau exécutif national. D'accord. Honorable, l'une des grandes décisions prises lors de ces travaux, c'est la tournée de remobilisation. Justement, pourquoi une tournée de remobilisation, pardon? Oui, bien sûr, tournée de remobilisation au bloc républicain, simplement parce que après les élections de 2023, élections auxquelles le bloc républicain a pris part avec, disons, un résultat, soyons francs, un résultat peu satisfaisant parce que nous sommes passés de 37 députés à 28. Donc, ce n'est pas une performance. Et on a décidé de remobiliser la troupe. Et c'est pourquoi vous avez constaté que dans toutes les circonscriptions de notre pays, des délégations sont allées vers les leaders des circonscriptions pour expliquer les innovations issues du congrès extraordinaire du 9 septembre. Donc, tournée de remobilisation qui a 2 objectifs. Le premier, c'est d'apporter aux leaders des communes les innovations que je décrivais tantôt, que je n'ai pas tout cité, parce qu'il y a les procédures pour candidater, pour être candidat aux différentes élections, que ce soit les élections communales, locales, la procédure pour introduire son dossier. Lorsqu'il s'agit des élections législatives, la procédure pour introduire et les instances habilitées à délibérer sur ces candidatures-là, ainsi que pour le duo de candidats à l'élection présidentielle. Et donc, vous savez, l'essence de tout parti politique, c'est de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Absolument. Et donc, le bloc républicain n'échappe pas à cette ambition de conquérir le pouvoir d'État et de l'exercer. Et bien qu'on soutient, je le rappelle bien, le gouvernement en place, l'exécutif du président Patrice Talon. Et donc, 2 objectifs pour cette tournée: annoncer aux leaders les innovations, parce que le congrès extraordinaire n'avait pas pu contenir tout le monde. C'était un congrès, un bureau politique élargi à quelques personnalités. Donc, il fallait apporter les innovations aux leaders qui méritaient d'être au congrès, mais qui n'y étaient pas pour des raisons d'urgence, parce qu'il fallait vite faire le congrès extraordinaire, avoir de nouvelles instances et puis aller à la conquête du terrain. Donc, le deuxième objectif de cette tournée était de recueillir les propositions de ces leaders de base, de ces leaders des circonscriptions, recueillir des propositions et doléances pour que le bloc républicain puisse
mieux se porter pour les échéances de 2026, qui est une année d'élection générale. Nous aurons les communales et législatives dans un premier temps et l'élection présidentielle qui suivra. Donc le bloc républicain n'entend pas jouer le second rôle à ces échéances-là. C'est pourquoi on se réveille tôt pour aller sur le terrain et recueillir les propositions. Voilà. Et Dieu seul sait, on en a eu beaucoup. Vous en avez beaucoup. Que vous ont dit les populations, les militants? Par endroits, on a eu les échos comme quoi les langues se sont véritablement déliées. La question, par exemple, des producteurs, le soja, la cherté de la vie, la fermeture de la frontière Bénin-Niger avec ses conséquences. Oui, pour les producteurs, il y avait eu deux doléances, deux préoccupations majeures. Dans un premier temps, la disponibilité en heure et en quantité des intrants agricoles. Et dans un second temps, la commercialisation des produits. Et donc, on a expliqué la vision du gouvernement sur ce sujet-là, et parce que nous soutenons le gouvernement. Et ce n'est pas un secret pour vous qu'une zone industrielle est créée à Glodjibé, et lorsque nous vendons nos matières premières en l'état hors du territoire, cela ne donne aucune valeur ajoutée. Il faut, dès lors que le tissu industriel se met en place, transformer ces matières premières là sur place, ce qui crée de l'emploi, parce que notre pays n'échappe pas à ce problème de chômage généralisé qui est partout dans le monde. Un de nos collègues députés, membre du parti Les Démocrates, a dit, enfin, il a remis en cause la capacité de la zone industrielle de Glodjibé à transformer toute la quantité que nous avons, qui est produite sur le territoire, qu'il fallait quand même permettre aux producteurs de prendre d'autres options. Les mesures prises par le gouvernement étaient trop draconiennes. Non, mais vous savez, c'est quoi une réforme? Une réforme, c'est le changement d'une habitude. Une réforme appelle au changement d'un comportement, changement d'une habitude. Et donc, dès lors qu'on appelle une réforme, cela appelle des changements auxquels les populations ne sont pas forcément habituées. Parce que c'est une réforme, ce n'est pas une habitude. Et donc, la capacité du tissu industriel, bon, sa déclaration n'engage que lui. Mais ce que je sais, c'est que la zone est en train de se mettre en place. Les investisseurs sont en train de s'installer à la zone industrielle de Glodjibé. Ce que nous avons eu jusque-là, ce ne sont que les premiers essais des investisseurs qui sont installés, d'autres sont en cours d'installation. Et donc la réforme, ce n'est qu'une campagne d'exercer. Et on tend vers la deuxième campagne. Vous allez constater que le gouvernement prendra des mesures d'amélioration. Parce que on a essayé, on a tiré les conclusions, on doit améliorer. Mais ce qu'il faut retenir d'important, c'est qu'il faut transformer les matières premières sur place pour avoir de la valeur ajoutée pour notre économie et créer de l'emploi à la jeunesse. Est-ce que dans vos conclusions, vous découvrez que c'était carrément un échec du côté du gain des producteurs qui ont vendu à vil prix, qui ont vendu à de maudiques sommes le fruit de leur transpiration dans les champs et sous le soleil de ces changements climatiques? Est-ce que, j'ai su que les populations ont délié leur langue, est-ce que vous-même, député, qui êtes reparti sur le terrain, avez écouté la franchise de ces producteurs désespérés après une campagne totale avec des revenus maigres? Oui, on a écouté les producteurs. On a écouté les producteurs, il ne faut pas s'en cacher. On a écouté les producteurs, sauf que le gouvernement nous a bien expliqué que les prix fixés étaient d'accord partis avec les producteurs. C'est-à-dire que les producteurs ont leur organisation, leur fêtière, qui était allée à la table de négociation. Après des bruits, bien sûr, après des bruits. Des tables de discussion avec le gouvernement pour fixer de commun accord le prix.
si à l'issue de la campagne, je sais que le gouvernement doit faire l'évaluation encore avec cette instance où les prix ont été fixés, c'est-à-dire les représentants des producteurs, le gouvernement et les industriels, pour les transporteurs bien sûr aussi, pour échanger sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin d'améliorer la campagne à venir. Donc, je disais, leur première préoccupation, c'était les intrants en heure et en quantité. Et dans un second temps, ce volet, la transformation. Mais au-delà de tout ceci, il faut féliciter le gouvernement pour la vision, parce que c'est une question de vision. Et notre pays est en train d'être transformé depuis 2016, même si le péché du gouvernement Talon, c'est le défaut de communication. Ça, je le souligne, parce que le gouvernement fait beaucoup, mais ne dit rien là-dessus. Il vous arrive d'en parler avec les collaborateurs du chef de l'État qui s'en chargent, ou avec le chef de l'État lui-même? Vous lui avez soufflé un mot? Oui, en fait, la vision du président de la République, c'est que les actes feront comprendre à la population ce qu'il est en train de faire. Après un mandat, on se rend compte que ce n'est pas une bonne option. La population ne s'est pas informée de ce qui est fait. Et vous, députés, justement, sur le terrain, vous rencontrez assez de difficultés à passer vos messages. Vous voyez, aux dernières législatives, la population ne vous a pas véritablement écouté. Oui, justement, c'est pour cela que la communication doit être améliorée, parce que beaucoup de choses se font. J'avoue que même nous, députés, il arrive, c'est à des réunions données, quand le gouvernement développe des activités menées, la vision, que certains députés, même de l'opposition, se disent, mais ça, on n'avait pas compris, ceci, on ne savait pas. Je vous donne un exemple banal. L'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, tous les députés ont été entretenus à un atelier sur la mission de l'ANPE, ce qui est déjà fait, ce qui se projette. Mais tout le monde est tombé dans le bout. Mais comment est-ce que vous faites si tant de choses dans notre pays, le Bénin, et que personne n'est au courant? Il y a tellement de choses qui se font, de bien, mais on n'en parle pas. Vous prenez par exemple le Grand Okoye, ça saute à l'œil, la transformation de notre cadre de vie. Cotonou, Porto Novo, Ouida, Bomé-Calavi, Semepodi, etc. Mais prenez le côté est de notre pays. La route Kétouidi, Nissavé, je ne sais pas, Agonli, Banamé, Pamia, tout ça. Mais il faut emprunter ces voies-là pour comprendre que le gouvernement a investi, a mis d'énormes ressources pour la transformation du pays. Reste que, comme il n'y a pas eu de communication, il n'y a que ceux qui empruntent ces voies-là, ces artères, qui se rendent compte du changement, de la transformation. Même à l'intérieur de Cotonou, pour ceux qui ne sont pas habitués à sortir de leur quartier, ils ne savent pas ce qui se passe. On va revenir à la question agricole pour dire, vous, députés à l'Assemblée nationale, soutien de la majorité présidentielle qui avait écouté ces cris de cœur des producteurs, que leur avez-vous promis? Que retournez-vous dire à l'Assemblée nationale sur la compréhension et l'orientation de la campagne agricole à venir? Non, je pense qu'on engage bientôt la session budgétaire à l'Assemblée nationale. Donc, les ministres en charge et de l'agriculture et du commerce vont passer devant la représentation nationale. Et donc, ces observations, ces préoccupations recueillies sur le terrain feront objet de discussion pour améliorer. Mais il faut avouer, l'option faite par le gouvernement est une bonne option pour préserver le tissu industriel et créer des emplois. Comprenons cela. Maintenant, quant au gain du producteur sur le terrain, le débat reste à refaire pour améliorer le revenu du dernier producteur. Parlons maintenant d'une autre option, la crise nigérienne. Les conséquences sur l'économie béninoise, les populations vous en ont également parlé. Non, personne n'a intérêt à ce que
il n'y a pas de crise nigéro-béninoise. Hein. Il y a une crise nigérienne. Je l'ai bien appelée crise nigérienne. Il y a des tensions, il y a des conséquences sur le... Voilà, il y a une crise au Niger et nous sommes en train de vivre les effets de la crise au Niger. Mais il est important quand même de rétablir certaines choses. Vous savez, la junte au pouvoir au Niger est le premier à décréter la fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre, ont-ils dit. Donc, dans leur déclaration... Ce qui est normal après un coup de force. Bon, juste, c'est l'habitude. Donc, c'est eux. Le premier conteneur qui a servi à barrer le pont de Mananville, c'est la junte qui l'a posé. Ce n'est pas le Bénin qui a fermé ses frontières avec le Niger. Donc, la suite. Nous sommes en train de déplorer les conséquences, les dégâts collatéraux, l'inactivité des transporteurs, le chômage et des transporteurs, les chauffeurs, conducteurs, apprentis, tous les commerçants le long du corridor, les transitaires depuis le port, même notre économie, nous sommes en train de constater. Et nous pensons que la solution est diplomatique. Donc, il faut une solution diplomatique à cette crise-là. Qu'il vous souvienne, il y a quelques jours encore, quand la France devait retirer sa troupe du Niger, ce n'est pas le Bénin qui a refusé, par exemple, que les gens passent sur son territoire. C'est la junte qui a exigé de la France, vous pouvez emprunter tout passage sauf pas le Bénin. Donc, du coup, le problème, ce n'est pas le Bénin qui refuse. Vous savez que les prises de position diplomatiques du Bénin ont coûté ce qu'elles sont. Nous parlons de la fermeture de la frontière, mais entre le Nigeria et le Niger, ça passe comme si de rien n'était actuellement. Bon, je pense que c'est ça, je disais tantôt que c'est la junte qui a décidé de... C'est la junte qui a posé le conteneur, qui a bloqué le pont de Mananville. C'est la junte qui a refusé, par exemple, que la délégation française emprunte le territoire béninois pour partir. Donc, ce problème doit être réglé par voie diplomatique. Et le chef de la diplomatie béninoise s'appelle président Patrice Talon. Donc, c'est sûr, il est à pied d'œuvre pour qu'un dénouement soit... Nous sommes peuple frère. Le bon naturel du Niger... Honorable, ça dure beaucoup trop et les populations en souffrent, le pays en souffre, notre économie en souffre également. Oui, même nous-mêmes, nous faisons les frais. Nous avons des familles, nous avons des frères. Nous avons qui transporteurs, qui conducteurs, qui commerçants, qui stations d'essence, qui vendent plus de gasoil, qui déclarent en douane, etc. Nous sommes très bien conscients de la... Et le gouvernement est préoccupé. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement à maintes reprises. Donc la solution reste diplomatique. Et je pense que le président Patrice Talon s'emploie à ce qu'un dénouement heureux soit trouvé. La solution est l'option diplomatique. Allez, on va faire un tour. Et donc, on va évoluer dans le débat si vous le voulez. Oui, je parlais des préoccupations des populations. Donc, quand je fais de développer tout ce que le gouvernement a fait dans le Grand Nokoué, dans Boycon Abomey, dans Parakou, ainsi que les infrastructures que j'ai décrites plus haut, il y a que sur le terrain, nous avons recueilli également les préoccupations des populations de l'Ouest. Je vous disais tantôt le parallèle Est, donc avec le grand voisin de l'Est, mais il n'y a que les populations de l'Ouest n'ont pas encore touché du doigt ces belles réalisations du président Patrice Talon. De la commune de Grand Popo, en passant par Atiémé, pour atterrir à Plahoué, à Djidja, de circonscription. Pas de ma circonscription, parce que le député a un mandat national. Si je parle de Grand Popo, ce n'est pas ma circonscription. Je suis élu de la 11e, qui est composée d'Aplahoué, Tchakotomé et Kwekame. Donc, nous parlons de la partie ouest de notre pays, où il faut des infrastructures routières, comme le président l'a fait ailleurs également. Et il reste 2 ans pour ce quinquennat-là. Le chef de l'État a promis que le second quinquennat sera le quinquennat du Koufo,
Ça, c'est un mot, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, les populations du Koufo attendent les réalisations, les belles réalisations que le gouvernement fait ailleurs, et on veut les toucher également du doigt. Donc, vous prenez, je ne sais pas, les voies à Djaha, à Tiémé, Lokosa, à Plahoué, frontière Togo, donc à Plahoué, à Tomé, frontière Togo, et à Gouna, dans Djidja. De Aguna, vous tombez à Tchéti dans Savalou, Tchéti, Doumé, Doumé, Otola, de Otola, vous atterrissez à Bante pour continuer sur le côté. Donc, vous savez, notre pays a 2 ans. Mais si le gouvernement décide, je pense quand même que ce n'est pas, en termes de linéaire, ce n'est pas impossible. En termes de linéaire, ce n'est pas impossible. Nous savons bien que le président a la volonté, parce que c'est de faire le développement du Bénin qui est sa préoccupation. Et donc, 2 ans, je pense que beaucoup de choses peuvent encore se faire. Allez, on va changer maintenant de sujet et parler des démocrates. Vous savez, à Parakou, le week-end écoulé, après 2 jours d'intenses travaux, les démocrates ont confié la destinée de leur parti à Boni Yayi, ancien président. Comment avez-vous accueilli l'information, reçu cette information? Bon, je dirais ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid parce que... En vrai? C'est vrai? Bien sûr, parce que c'est de l'ordre normal des choses qu'un parti s'organise en son sein pour tenter de conquérir le pouvoir. Je le disais tantôt du bloc républicain, que nous aussi, nous avons la vision de conquérir par le bloc républicain le pouvoir d'État. Donc, c'est une ambition noble. On ne peut pas refuser à un parti de s'organiser. Maintenant, le choix du président du parti quant à cela, ça c'est mon avis personnel. Je pense que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'est-ce que je dis concrètement? Voilà, je voudrais simplement dire qu'après 10 années d'exercice du pouvoir d'État et après 8 années de retraite du pouvoir d'État, je constate que le président Boni Yayi n'a toujours pas réussi à trouver l'homme qu'il veut ou l'homme qu'il souhaite pour diriger après lui. Et ce qui peut-être, je ne dirais pas là obligé, mais je trouve qu'il y a une crise de confiance. Et ce qui a fait, ce qui avait amené l'arrivée, ce qui avait conduit à la désignation de Lionel Zissou en 2016, qui a amené la mouvance à perdre le pouvoir, est en train de se reproduire. C'est pour ça que je parlais de mêmes causes produiront les mêmes effets. Parce qu'aujourd'hui, on constate que Boni Yayi n'a trouvé personne pour le mettre au devant de la scène, pour dire, voilà, désormais, voilà, c'est le capitaine derrière qui nous tous, nous devons nous mobiliser. Mais comment vous analysez, dans le fond, cette dimension de l'homme qui n'a confiance en personne, si ce n'est qu'à lui-même, ce qui a fait qu'en 2000, vous le disiez, en 2016, on a amené Lionel Zissou et ça n'a pas marché. Et ça se reproduit. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Il n'y a que lui seul qui puisse expliquer, mais moi, vous avez été proche de lui? Non, pas du tout, parce que pendant qu'il était au pouvoir, nous, on faisait l'Union fait la nation, on était dans l'opposition. Donc, c'est à lui d'expliquer, mais je disais, c'est un problème lorsque un leader ne peut pas fabriquer la relève, ne peut pas indiquer la relève, c'est un problème. Et donc, si je suis adversaire, le démocrate comme bloc républicain, nous sommes des adversaires politiques. Et donc, quand mon adversaire fait des erreurs, moi, ça m'arrange. Est-ce que ce n'est pas plutôt une tourmente qui devrait caractériser la majorité présidentielle aujourd'hui, quand l'homme du populisme, l'homme du social, vu comme tel, qui revendique 10 ans à la tête de ce pays comme un altruiste, un philanthrope des Béninois, quand vous avez fait du pas vraiment social pendant 8 ans et que quelqu'un comme ça, à l'approche des élections générales, revient dans l'arène politique et générale de troupes se met devant un parti comme les démocrates, est-ce que ce n'est plutôt pas de l'insomnie que vous devriez avoir? Non, pas du tout, puisque à l'heure actuelle, la constitution du Bénin ne fait pas de Yayi Boni candidat. Mais il porte un parti qui peut présenter un candidat. Et justement, mais vous avez vu au Bénin que jusque-là, les personnes, c'est-à-dire les candidats, la qualité des candidats compte beaucoup pour les Béninois.
il ne suffit pas que les partis décident pour qu'en un clic de doigt, le résultat soit. La qualité de l'homme importe beaucoup pour les Béninois. Et donc, c'est pour cela que le bloc républicain, dans le but de préparer à tout moment cette relève-là, a décidé lors de sa tournée de mettre des chefs de délégation qui ne sont pas issus des départements où ils vont. Vous avez le ministre Samou Seou Adambi qui a dirigé la délégation de Lomé Plateau. Il n'est pas de Lomé Plateau. Le président Abdoulaye Biotchane a dirigé la délégation de l'Atlantique littoral. Et la vice-présidente Matissa Didiatou a dirigé la délégation du Monokoufo. Vous avez l'ex-ministre honorable Khekhoumé Hervé qui a dirigé la délégation d'Atakora Donga, le vice-président Barthélemy Kassa qui a dirigé le Borgo Haribori. Donc, et le professeur Bako... N'est-ce pas une peur d'affronter ce mandat? N'est-ce pas une peur de ne pas pouvoir défendre un bilan? Pas du tout. C'est de montrer que le parti est national et l'unité nationale est préservée à travers ce acte. Les chefs, je disais les chefs de délégation. Moi, j'étais avec la vice-présidente ministre Adiyatou Matisse dans le Monokoufo. J'ai été au devant de la scène avec nos électeurs. Ce n'est pas qu'on ne peut pas défendre. Quel bilan on ne peut pas défendre? Le bilan est là. Les infrastructures sont réalisées. Mais le ventre est toujours creux, dit-on. Écoutez, ça doit s'améliorer. Nous plaidons pour que ça soit amélioré. Et vous savez, on dit que les besoins sont illimités pendant que les ressources sont limitées. Il y a des choix à faire pour prioriser. Et je pense que quand vous voyez la qualité des infrastructures réalisées sous la rupture, vous êtes quand même satisfait. Vous ne citez que les infrastructures. Il n'y a pas que ça. Il y a les conditions de vie. Les populations s'en plaignent beaucoup. Le panier de la ménagère qui est assez... On parle de trouer aujourd'hui. Il y a ça. Les gens ne mangent pas véritablement à le fait. Vous avez combien de militants vous envoient des messages par jour, par mois pour dire honorable, on a des difficultés, si et ça. Ça ne se passait pas toujours comme ça par le passé. Oui, il faut avouer quand même que depuis toujours, les populations ont sollicité les élus. Ça s'est accru ces dernières années. Bon, ça, c'est une habitude, c'est notre sociologie, on ne peut pas s'en départir. Cela dit, même si les conditions de vie restent à améliorer, il faut quand même reconnaître qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Vous savez, le Bénin a cette faculté à regretter les anciens présidents. Donc, quand vous parlez aujourd'hui de Boni Yayi, n'est pas le premier. Vous savez, en 91, quand le président Nicéphore Soglo est venu, les gens ont regretté Kérékou quelques mois après. Et on crie après, on ne va pas manger pavé, on ne va pas... etc. En 96, on change la dynamique, on ramène le regretté. Le regretté général Mathieu Kérékou, on l'a ramené en 96 pour 10 ans. Et on revient en 2006, on dit qu'il faut faire le changement. On a changé. Yayi Boni est venu. Quelques temps après, on commence encore par regretter Kérékou et Soglo. Yayi Boni a fait ses 10 ans. Le président Patrice Talon est arrivé. On est en train de regretter Boni Yayi. Ne souffrez pas, sachez, bon, c'est une assurance d'ailleurs, que demain le président Talon sera regretté. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de réformes ont été portées par le président Talon. Et si jamais celui qui viendra après lui ne préserve pas ses acquis, les gens vont tomber encore dans les mêmes travers pour regretter. Mais si autant de président Talon, tu n'aurais pas pu faire telle chose, ainsi de suite. Donc tous les anciens présidents au Bénin sont regrettés. Est-ce que le contexte socio-économique n'est pas un terreau fertile à un Boni Yayi qui se revendique du social? Tout à l'heure, vous-même, vous avez reconnu que des choses sont faites, mais vous avez cité infrastructure, mais pas des réalisations qui touchent forcément le gain économique, le pouvoir d'achat des Béninois. La vie, elle est extrêmement chère, la population est galopante. S'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas un terrain à Yayi? Non, s'il vous plaît. On a vu le président Yayi, les 10 ans effectués. Moi, j'étais dans l'opposition. On lui reprochait beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas la distribution des pains.
Non, mais écoutez, aujourd'hui, sous le président Boni Yayi, microcrédit aux plus pauvres d'alors s'arrêtait à 20 000. Aujourd'hui, c'est allé, microcrédit à la FIA est allé à 100 000 pour les bonnes dames de nos marchés. C'est-à-dire que, j'ai dit, le gouvernement ne communique pas assez. Et c'est ça que nous devons améliorer, parce que tout ce qui s'est fait, si c'était exposé, si la population était au courant de tout ce que le gouvernement Talon fait, ça allait mieux convaincre. Les gens allaient comprendre que le président Talon fait beaucoup pour notre pays. Surtout que c'est des actions de développement durable. Vous savez, nous avions fait une expérience sous le président Boni Yayi, les fêtes de 1er août tournantes, où des infrastructures à la hâte pour abriter l'événement. On repartait à Lokossa. Tout ce qui était fait comme bitume, plus rien n'existe, c'est de la poussière. Donc la qualité des ouvrages, les logements sociaux, je pense que vous traversez Lokossa, vous allez en voir, c'est devenu des nids de serpents. À Parakou également. Bon, en tout cas, donc si c'est ça, nous voulons revivre en appelant le président Boni Yayi comme sauveur. Bon, c'est au peuple d'en décider. Mais pour ma part, je pense que ce n'est pas la bonne option. Le bloc républicain se battra pour conquérir le pouvoir d'État. Et l'exercer. Et l'exercer. D'accord. Pour donner notre vision politique de la gouvernance. Après le choix de Boni Yayi pour diriger les démocrates, j'ai échangé avec un ancien ministre dont je tais le nom, qui a servi plusieurs années aux côtés de Boni Yayi. Il m'a dit ceci exactement. Il dit il y avait trop d'hypocrisie. Son accession à la tête du parti Les Démocrates n'est qu'une façon de faire tomber son masque. Vous partagez cet avis de ce ministre-là, cet ancien ministre? Bon, certainement, lui, il a été proche collaborateur du président Boni Yayi pour parler d'hypocrisie. Moi, je n'ai pas été collaborateur du président Boni Yayi, donc je ne le connais pas trop, mais j'observe, je suis observateur de la vie politique et je dis que ce n'est pas la bonne option pour que notre pays continue de se redresser. Nous venons de faire 63 années d'indépendance. Regardez notre cadre de vie de 1960 à 2016 et notre cadre de vie de 2016 à aujourd'hui. Sur les 63 ans, nous avons 3 présidents qui sont en train de faire 10 ans. C'est-à-dire le général Mathieu Kérékou revenu en 96, a fait 10 ans. Boni Yayi 2006-2016 et puis le président Patrice Talon qui est en train de faire 2016 à 2026. Donc évaluer chaque décanat pour voir évaluer les 2 quinquennats de chacun des 3 présidents dont je parle pour voir l'impact sur le développement durable. Aujourd'hui aux Nations Unies on parle des objectifs de développement durable. Il ne s'agit plus de faire du populisme, comme on le dit en Côte d'Ivoire, mettre de la peinture, de l'enjoliver, des pacotilles, et puis quelques instants après, tout s'effrite. Aujourd'hui, c'est du développement durable qu'il s'agit. Et vous avez à l'œil tout ce qui s'est fait. Malheureusement, le président ne communique pas assez pour expliquer ce qui est fait. Je vous ai dit, ne serait-ce que l'exemple de l'ANPE, que ce qui est là est lourd. Et les jeunes ne savent même pas ce que l'ANPE fait. Ils ne sont pas au courant parce que le gouvernement n'a pas expliqué. Il n'y a pas assez de communication autour où des gens disent qu'ils cherchent l'emploi. Pendant ce temps, vous avez des entreprises dans la base de l'ANPE qui cherchent des compétences qu'ils ne trouvent pas. Oui, mais pourquoi on jette tout le temps sur le président Patrice Talon lorsqu'on sait que ces agences-là, ces structures-là ont des lignes de communication qu'elles peuvent exploiter pour mieux informer la population? Pourquoi ça ne se fait pas? Non, je pense que ce n'est pas qu'on jette le tort sur... J'ai dit c'est une option. Le président n'aime pas beaucoup parler. Vous avez vu tout ce qui s'est fait là. Est-ce qu'il y a eu pose de première pierre quelque part
médiatisé, vous avez vu. Parfois, les réalisations sont tournées en boucle, les réalisations sont faites. Est-ce que vous avez vu l'inauguration avec des bâches populistes où les populations chantaient, dansent pour venir? Et pourtant, il y a eu des réalisations aussi. Non, il y a eu des réalisations. Donc, c'est une option pour le président. Maintenant, nous constatons que cette option lui est défavorable. Cette option lui est défavorable parce qu'il fait de grandes choses, de bonnes choses, mais malheureusement inconnues du grand peuple. Et c'est pour ça qu'on demande, il faut améliorer cette communication-là pour que le peuple soit au courant de ce qui se fait. Casimir Sossou, maintenant que l'homme des chants et danses est revenu dans l'arène politique, n'est-ce pas encore le duel Talon-Yayi dès maintenant jusqu'en 2026 dans la classe politique? Mais écoutez, ce duel-là, je ne voudrais pas rentrer dans des subtilités, mais qui l'a emporté? Si duel il y en a eu, c'est le président Talon. En 2016. Mais je vous ai dit, les mêmes causes produiront toujours. Sauf que, honorable, et dès lors que le président Boni Yayi a commencé encore par la même erreur, le résultat sera au bout. Ce ne sont pas les mêmes conditions de pression et de température actuellement. Le contexte a changé, les choses ne sont plus les mêmes. On a vu Patrice Talon diriger au même moment. On a vu aussi Boni Yayi. Eux deux, aujourd'hui, un bilan. Les phrases au futur simples de l'indicatif seront de moins en moins dans les discours. Et nous, mais on vient de faire un bilan sommaire. Le bilan tourne en faveur. Vous en avez fait, nous on n'en a pas fait. Bon, en tout cas, moi je viens de vous donner un tableau. J'ai dit, pendant le règne de Boni Yayi, j'étais de l'opposition. Et donc, j'ai un bilan de lui. Et je constate que depuis 8 ans, les choses se sont beaucoup améliorées. Même si le Béninois pense qu'il n'est pas satisfait parce qu'il a faim. Et c'est une option. Il reste à améliorer ce volet social, mais je dis social dont on parlait. C'est quoi le social dont on parlait? C'est l'organisation des meetings. C'est ça seul qui a disparu du volet du président Patrice Talon. Simplement parce que lorsque vous organisez des meetings, les gens viennent, ils rentrent avec 2000. Il y avait des explications de décisions gouvernementales, les députés qui rentraient pour expliquer. Ça animait. Même dans l'atmosphère politique, il y a des langues qui disent que dans l'atmosphère politique et économique, permettez ce français familier, tout le monde mangeait un peu. Non, mais il y a que... Donc, quand on organise les activités que je décrivais plus haut, c'est-à-dire les tournées d'explication, les séminaires par-ci, par-là, il y a que le locataire de bâches et chaises, il trouvait il faisait de bonnes affaires. C'est la dame qui faisait des sandwichs, les hôtels, ainsi de suite. Donc, c'est ce volet de populisme-là, seul qui est extrait de la gouvernance Talon. Et donc, tout le reste est amélioré. Nous sommes même allés au-delà. Je disais infrastructure, mais au-delà de l'infrastructure, vous avez quand même beaucoup d'autres choses. Le plateau technique de nos hôpitaux aujourd'hui, c'est pas comparé à ce qu'il y avait. Et pourtant, beaucoup de domaines, encore des drames, on va exhorter le gouvernement. Des difficultés dans tous les sens, côté sanitaire, côté éducation. Côté éducation, vous savez par exemple, ce que je vous disais de l'ANPE, qu'on a su que sans le système des aspirants au métier d'enseignant, par exemple, on ne pouvait pas couvrir le nombre d'enseignants. Et que c'est un système qui a permis à l'enseignant AME de vivre de meilleures conditions qu'auparavant, par rapport au système de vacataires qu'il y avait. Ça a été expliqué et prouvé. Nous avons des anciens ministres de l'éducation qui étaient dans la salle et qui ont attesté. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a également ces enseignants-là, AME, qui sont dans la base de données, donc admis
sont dans le fichier, mais qui ne sont pas déployés. Vous connaissez le salaire, vous connaissez la rémunération des AME comparativement à leur diplôme. Vous avez des frères militants AME qui vous ont parlé de ce que vous savez que chacun détient sa fiche de paye. La fiche de paye est confidentielle. Elle n'est pas confidentielle, on connaît les statuts. Le statut des AME, ce n'est pas reluisant pour la fonction enseignante. Non, je pense que il y a un débat qui s'est fait, c'est que le gouvernement parle de reversement progressif de la première promotion, je pense que c'est 2019. Non, je pense que c'est en cours. Et il y a que depuis 2019, certains sont dans la base de données et qui ne sont pas encore déployés. Donc, on vient de commencer une rentrée, on nous a expliqué le mécanisme. Le ministère recense à partir des chefs d'établissement les besoins en enseignants. Et c'est après avoir centralisé les besoins qu'on relance. C'est même un logiciel qui traite pour choisir les spécialités. C'est ainsi qu'il y a peut-être de pléthore d'enseignants admis dans la base dans une discipline donnée, pendant que dans une autre, la compétence est rare. Casby Soso, Patrice Talon a promis 30 lycées pour 2023 à la rentrée. L'échéance désormais, c'est février 2025. Non, vous savez, la vision, elle est claire. C'est l'enseignement technique et professionnel. Et 30 lycées, tout est en cours. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a envoyé des enseignants hors du Bénin pour se faire former dans des domaines spécifiques pour venir encadrer ces apprenants de ces lycées-là. Donc, quant à l'érection des bâtiments, la mise en place des équipements et autres, tout doit se mettre en œuvre. Mais bien sûr, vous savez, il a dit échéance 2023, mais tout est parcours, tout est question, tout est dans le quinquennat. Parce que 2023, personne n'avait imaginé en 2019, par exemple, l'arrivée du coronavirus qui a freiné drastiquement l'économie. Et donc, il y a eu ces contingences-là qui ont ralenti l'élan. Parce que le projet, c'est bon, mais quand vous n'avez pas le financement, vous ne mettez pas en œuvre. Et donc, la mobilisation des ressources, vous n'êtes pas sans savoir que notre ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadani, a décroché plusieurs prix pour les performances réalisées. Le Bénin est cité en exemple pour la gestion des finances publiques. Et partout dans le monde aujourd'hui, le Bénin a gravi tellement d'échelons, on dirait qu'on nous a même sauté beaucoup de classes parce que la performance parle. Ça, c'est les données macroéconomiques. Mais justement, quand vous n'avez pas le macro, vous n'aurez jamais le micro. D'accord. Parce que c'est le macro sur une longue durée qui se monnaie, qui se fructifie, qui descend à la base, qui permet aux gens de constater dans le panier de la ménagère l'amélioration. Vous nous direz un mot tout à l'heure en tant qu'ancien maire de la commune d'Aplahoué, un mot sur la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Mais pour terminer avec le volet politique de nos discussions, le jeu politique s'annonce serré en 2026. Ça, on ne va pas se voiler la face. Qu'est-ce que le BR entend faire pour se sortir d'affaires? Vous allez vous retrouver entre l'UPR, grande formation politique au plan national, et les démocrates qui vont à une vitesse assez, disons, impressionnante aujourd'hui. Qu'entend faire le BR? Mais je vous le dis, le BR est en phase de remobilisation. C'est de bonne guerre. Tous les partis politiques sont à la quête des suffrages pour se montrer plus fort à l'issue des joutes de 2026. Donc le bloc républicain, la remobilisation est entamée. Aujourd'hui, c'est niveau circonscription qui est fait, mais bientôt, ce sera le tour des communes, arrondissements et villages. Vous savez, le bloc républicain est le seul parti actuellement au Bénin à disposer des structures décentralisées, c'est-à-dire des cellules liées au village, des sous-sections niveau arrondissement, sur toute l'étendue du territoire national. C'est la Sénat qui vous en a donné l'attestation? Ce n'est pas une organisation interne. C'est une organisation interne. Vous avez recherché cela au niveau des autres partis, vous l'avez pas. Mais nous sommes tous à terre, on s'échange entre nous. Nous avons cette avancée que les autres formations politiques n'ont pas. Aujourd'hui, le bloc républicain s'affiche être
le parti des jeunes et des femmes. Ça, on le dit, c'est notre slogan et c'est partout. Mais au-delà même du slogan, pour constater ça dans la gouvernance du bloc républicain, vous avez par exemple le bureau d'âge, je le cite toujours, de l'Assemblée nationale, qui est composé de 3 personnes. Les 2 plus jeunes sont du bloc républicain et toutes des femmes. Toutes des femmes. Et vous voyez, au bureau de l'Assemblée nationale, le bloc républicain a 2 représentants. Et qu'est-ce qu'on a fait? Un homme, le premier vice-président, Barthélémy Cassa, et une femme, honorable Chantal Aïe. Donc, le bloc républicain, ce n'est pas le discours, ce n'est pas la théorie, c'est du concret. Et nous pensons... Donc, on concède cette auto-satisfaction, c'est votre droit le plus autre absolu. Chose, le bloc républicain est aujourd'hui le seul parti au Bénin dont les sièges départementaux fonctionnent régulièrement et normalement. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Sénat qui a fait sa tournée, qui a constaté. C'est les préfets de département qui l'ont fait et qui ont constaté. Le BR aura un candidat en 2026 pour la présidentielle? Mais pourquoi pas? Je dis, l'essence même du parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Donc la majorité présidentielle sera divisée. La majorité présidentielle n'est pas divisée. La majorité présidentielle n'est pas divisée. Aujourd'hui, quand je suis à l'Assemblée, on dit nous sommes 28 députés. Vous comprenez ça? Ça, c'est le bloc républicain. Donc, je n'ai pas à prêcher pour autre paroisse que de prêcher pour le bloc républicain. D'accord. Allez. Pourquoi les autres ne viendraient pas soutenir les candidats du bloc républicain? Ce n'est pas exclu. C'est pas exclu. Ouais. D'accord. Allez, la réforme dans le secteur de la décentralisation aujourd'hui, quelle est votre lecture? Est-ce que c'est une réforme opportune pour vous qui êtes aujourd'hui observateur, mais pour vous également qui avez été dans le feu de l'action pendant plusieurs années en tant que maire? Oui, je pense que cette réforme instaurée par la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'administration territoriale qui a institué cette réforme est une bonne expérience. Vous savez, nous sommes à la 4e mandature des conseils communaux. Il y a 2003 à 2008, 2008-2015, 2015-2020. Nous sommes à la 4e mandature. Et au niveau de... Quand vous prenez la première mandature de 2003, la loi avait permis même l'élection de ce qu'on appelait candidat indépendant, où l'individu se présente candidat dans son arrondissement. Il n'a pas besoin d'être d'un parti politique. En 2008, on a dit qu'il faut couvrir l'arrondissement. Le candidat doit être d'un parti. On a supprimé indépendant, mais le parti peut se présenter dans un arrondissement et ne pas couvrir toute la commune. En 2015, on dit non, il faut couvrir toute la commune lorsque vous voulez présenter des candidatures. Et donc, en 2020, entre-temps, la Constitution modifiée en 2019 a changé les règles et le code électoral de 2019 également a changé les règles où il faut maintenant désigner le maire. Le premier constat que j'ai fait par rapport à cette réforme, c'est que cela permet la stabilité des conseils communaux et municipaux. La stabilité, vous dites? La stabilité. Sous la 4e mandature, les maires sont en train de faire 2 ans et demi. Je n'ai pas encore vu quelque part une destitution de maire. Ce qui était quand même monnaie courante sous première, 2e et même 3e mandature. Aujourd'hui, vous avez la stabilité des conseils communaux et municipaux. Ça, c'est un acquis de cette réforme-là. Et vous avez les maires qui sont déchargés de la gestion administrative pour confier cette gestion administrative aux techniciens, c'est-à-dire des gens qui ont compétence pour. Un maire n'a pas forcément compétence à être administrateur, à être juriste, à être technicien de BTP, etc. Donc cette réforme apporte
cette compétence-là au niveau des communes, parce que toutes les communes n'avaient pas la possibilité de recruter le personnel qualifié pour ces travaux-là. Aujourd'hui, avec les secrétaires exécutifs, les responsables affaires domaniales, les responsables des services techniques, tous ceux qui concourent au bon fonctionnement d'une commune, qui est envoyé depuis l'État central, payé par l'État central, ça soulage les communes. Mais les gens ne voient que le côté, le maire a perdu le budget, le maire n'est plus ordonnateur du budget, mais en réalité, cette réforme permet la stabilité. La désignation des maires par les partis politiques fait aujourd'hui qu'il y a stabilité. Parce que on ne s'élève plus quand on a majorité de conseillers, majorité absolue, on écrit une pétition et on fait vote de défiance pour enlever le maire, on met un autre. Vous avez des mandats où des communes ont connu 3 ou 4 différents maires à leur tête pendant les 5 ans. Quel développement? Donc, si on résume, la réforme de beaux jours devant elle. C'est la réforme de beaux jours. Néanmoins, il faut améliorer. Il faut améliorer, mais il faut attendre que la réforme qui n'a commencé qu'en 2022, en avril 2022, l'effectivité du déploiement des secrétaires exécutifs a commencé du 1er avril 2022. Donc, il faut attendre la fin de la 4e mandature, c'est-à-dire en 26, faire une évaluation et tirer les leçons qui s'imposent pour améliorer la réforme. C'est une bonne réforme en tout état de cause, parce que vous avez cette stabilité-là aujourd'hui où le maire est tranquille, il gouverne. Casimir Sossou. Et je voudrais ajouter, très rapidement, ce sera le mot de la fin. Par rapport à cette réforme, qu'il faut renforcer la capacité des personnes mises à la disposition des communes, les techniciens, notamment les responsables aux affaires domaniales, les RAD, parce que le code foncier et domanial, avec ces mesures transitoires venues à échéance le 14 août dernier, et ce qui était en attente dans les mairies, l'arrivée des RAD et tout ça, il y a un cafouillage total. Et donc, il va falloir que le ministère de la décentralisation organise des séances de renforcement des capacités aussi bien à ses responsables des affaires domaniales et les secrétaires exécutifs pour gérer au mieux les instances, tout ce qui attendait dans les mairies. En guise de conclusion de cette émission. En conclusion, je vais appeler les sceptiques ou les indécis encore à adhérer au bloc républicain, le parti des jeunes et des femmes, et à soutenir le bloc républicain pour sortir vainqueur des élections de 2026. Casimir Sossou, député bloc républicain, le seul d'ailleurs de la 11e circonscription électorale, député à l'Assemblée nationale, c'était notre invité de ce dimanche sur Zone Franche, Franck Aounou et moi. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Au revoir.